Bon, les gars, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. On a un programme chargé, mais je vais quand même prendre 3 secondes pour vous demander si vous avez passé un beau temps des fêtes, puis pour vous offrir mes vœux pour l'année qui vient. Bonne année. Bonne année, les gars. Oh, t'es fin. donc bien gentil. Bonne année à toi. OK. Oui, on a passé. Moi, j'ai passé correct. un bon temps des fêtes. C'est un bon temps des fêtes. Très agréable. Martin, un bon temps des fêtes. Oui. Recevez-vous des cadeaux? Moi, je me suis aperçu de ça cette année. Personne ne me fait de cadeaux. Pas vrai, moi j'en ai reçu beaucoup. J'étais Beaucoup? même étonné. J'ai vraiment beaucoup de cadeaux cette année. On a une tradition avec les enfants depuis qu'ils sont tout petits. Le 25 décembre, le matin, tout le monde en pyjama autour de l'arbre de Noël, puis on s'échange des cadeaux. Mais là, les enfants on a 4 enfants. Ouais. Ils sont tous adultes. Puis, Ils ont des jobs. Ils ont des emplois, ils sont capables d'acheter des cadeaux. Ouais. J'ai reçu vraiment beaucoup de cadeaux cette année. Écoute, je pense que la dernière fois, je devais avoir 12 ou 13 ans quand j'ai eu autant de cadeaux. T'es revenu là, au niveau de quand t'avais 12 ans. Alors, c'était de très belles fêtes. Ouais, ben moi, j'ai... Je sais pas, je te laisse la chance. J'ai pas reçu énormément de cadeaux, mais j'en ai reçu un, assez étonnant. Oh. J'ai reçu une tête de Mandalorian en bronze. En bronze? Ouais. En vrai bronze? Ouais. Mais... Quel format? Dis-moi. Gros comme une tête. Ah oui? Absolument. C'est lourd. Ça vient d'un sculpteur. Okay, mon frère m'a ramené ça d'Europe. Je regrette d'avoir ouvert cette porte-là. Weird, je suis un peu... je suis un peu... Je vais me tenir tranquille. Si jamais tu fais des directs à partir de la maison, j'espère que tu vas placer ça dans le champ arrière. J'ai pas... Non, mais c'est ça. Je viens de reconfigurer mon bureau, justement. Puis non, ça fait pas partie. C'est pas dans le champ. Peut-être que c'est pas dans le champ. Ben, on va parler... Jack, notre réalisateur, pourrait peut-être t'aiguiller. Ça pourrait faire jaser. Bon, mais somme toute, ça me console de moi avoir rien reçu. Je suis à l'aise. Parce que quitte à recevoir ça, là, aussi bien rien recevoir, c'est ça. Okay. Non, mais je trouve ça un peu épeurant. OK, non, on a un gros programme. Alors, c'est ça, on y reviendra. Là. J'ai des anecdotes du temps des fêtes, là, mais j'y reviendrai plus tard cette année. On y reviendra. Aujourd'hui, comptez les joueurs match manqués, un mondial junior tristounet, et il y a une équipe de Montréal qui est invaincue. C'est tellement hockey, épisode 285. Avec le journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH, M. Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Bonjour, messieurs. Et notre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut Martin. Bonjour, content de vous retrouver. Très heureux également. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bien, ça va arriver d'une saison, tu vas en jouer des games de même. Puis, tu sais, c'est la réponse. Tu sais. Puis ça commence demain. Se préparer pour un match contre New York. On n'était pas là, à soir. Je regarde la game pour avoir plus de réponses. Mais on manquait un petit peu de jump, surtout en deuxième. On n'était pas alerte. Beaucoup d'erreurs individuelles. On va regarder ça. Martin Saint-Louis, après la défaite du Canadien contre les Sabres de Buffalo, match qui était joué dans un contexte de grand retour à Montréal, après un voyage que tout le monde avait un peu... apparemment, après la victoire contre les Stars, c'était mardi soir, ça? Enfin, plus tôt cette semaine. Oui. Apparemment que le party était pogné dans le vestiaire, mais là, il n'y a pas eu de party à Montréal. Non, après la défaite contre Buffalo, absolument pas. C'était pas très inspirant. C'est pas une équipe très inspirée non plus. Puis on l'a senti très tôt dans la rencontre. Martin Saint-Louis a dit qu'il était content de la première période, puis après, bof. Ouais. Mais moi, je trouve que même la première période ne donnait vraiment pas... J'ai senti tôt dans le match que le Canadien était pas vraiment là. J'ai de la difficulté à comprendre ça, honnêtement. Cette équipe-là a connu des voyages de Noël très difficiles au cours des dernières années. Mm-hmm. La saison dernière, là, ça a vraiment tout jeté par-dessus bord. Là, ils réussissent à terminer le voyage sur une note positive, sans trop de dégâts. Tu reviens à la maison, tu affrontes une équipe qui est à ta portée. Tu peux aller coller 2 victoires de suite puis dire, bon, mais on commence l'année, on continue l'année du bon pied puis on prend un élan. Puis comment tu peux
manquer d'énergie ou manquer d'entrain comme ça. Après, et je sais que les entraîneurs disent toujours qu'après un long voyage, c'est difficile quand on vient à la maison et tout ça, mais surtout une équipe comme ça qui n'a pas eu de succès au cours des dernières saisons devrait être affamée et dire OK, là, on continue. Il y a une occasion. C'est ça. Ouais. Mais j'ai beaucoup de difficultés. Mais je vais tenter, pas une hypothèse, mais c'est pas la première fois cette année qu'après. Je ne sais pas si contre Dallas, là, c'était une grande performance, mais il y avait certainement un grand niveau de satisfaction. Et c'est pas la première fois cette année qu'après qu'il y ait un grand niveau de satisfaction, souvenez-vous, le match contre Vegas, il y en a eu un autre aussi, il me semble, depuis. Où est-ce que, la victoire contre Boston à la mi-temps. Oui, c'est ça. Où est-ce que, justement, les confrères à l'écrit disent que la musique était forte dans le vestiaire après le match, puis c'est pas la première fois après que la musique soit forte dans le vestiaire. Je vais appeler ça la théorie du volume de la musique dans le vestiaire. C'est pas la première fois que quand le volume est élevé, on va dans l'autre sens en termes d'énergie. Ça a tout à fait bon, de l'allure. Ben oui. Voilà, je suis en forme. Même après la victoire contre Vegas. Non, c'était une défaite. C'était une défaite. C'était un match. Une défaite en tir de barrage. En tir de barrage, c'est ça. Et Martin Saint-Louis, dans ses propos d'après-match, là, on sentait qu'il sentait la terre promise. Là. C'était comme c'était comme un capitaine de bateau sur le pont qui disait oh là là, on va toucher la rive bientôt. On a appris quelque chose. Mais moi, j'ai été déçu de voir le Canadien sortir avec ce genre de manque d'énergie-là dans ce match-là. Mais peut-être qu'il l'était lui aussi. Puis c'est pour ça qu'on l'entend dans sa voix aussi, de débiner. Parce que à un moment donné, tu dois dire, OK, là, je vois les signes d'une équipe qui avance, qui fait les choses de la bonne manière, qui est capable de battre de très, très bonnes équipes. Alors, on est-tu capable de se créer un momentum à partir de ça, d'aligner quelques victoires? C'est ça. Alors, la réponse est dans le pudding. Bon, cela dit, il y avait matière. Bon, je sais, puis je ne sais pas si vous avez constaté, là, mais avec la reprise des activités là, suite aux vacances du temps des fêtes, il y en a qui sont déjà... qui ont la date limite des transactions dans le viseur, puis le sujet de conversation au niveau là, des gardiens. Puis en même temps, c'est aussi combiné au fait qu'il y a sur la liste des équipes qui ont peut-être un besoin devant le filet, il y a des noms qui se sont ajoutés. Donc, la conversation a repris de plus belle. Est-ce que c'est pour ça que Jake Allen avait été envoyé devant le filet jeudi soir pour justement le rappeler au bon souvenir de tout le monde? Parce que sinon, c'est difficile de se demander, c'est difficile de comprendre pourquoi c'est lui qui a été envoyé. Écoute, c'est un point intéressant. Moi, on s'entend les débats sur l'utilisation des gardiens à Montréal, c'est sempiternel. C'est réconfortant. Habituellement, je touche pas à ça parce que ça tourne à rien. Mais la situation de cette année, je trouve ça absolument particulier. Et on vient de se dire ensemble, c'est étonnant que les joueurs n'avaient pas le couteau entre les dents pour ce match-là. Mais je m'excuse, les entraîneurs n'avaient pas le couteau entre les dents pour ce match-là. Juste le choix du gardien pour cette rencontre-là, moi, je m'ai jeté par terre. Jake Allen, avant la rencontre d'hier, avant le match d'hier, avait une fiche de 1 victoire, 7 défaites, 1 défaite en prolongation en ses 9 derniers départs. Depuis le 1er novembre dernier, il était 55e et dernier dans la Ligue nationale pour le nombre de victoires pour les gardiens qui avaient obtenu 9, chez les gardiens qui avaient obtenu 9 départs ou plus. Il était 45e parmi ces mêmes 55 gardiens-là pour la moyenne d'efficacité. Là, Allen a perdu hier, donc c'est une fiche de 1-8-1. C'est la pire séquence de 10 matchs dans l'histoire du Canadien. Il y a José pour un gardien. Pour un gardien. Ouais. Il y a José Théodore qui a déjà fait ça au début des années 2000, fin des années 90. Il y a Mike Condon qui a fait ça quand Carey Price était blessé, qui avait été laissé à lui-même comme gardien numéro 1. Là, et il y a Jake Allen qui a fait ça 2 fois depuis qu'il est arrivé chez le Canadien. Alors, tu sais, le Canadien a un ménage à 3. On a décidé de garder 3 gardiens, et on comprend pourquoi, parce qu'on ne voulait pas perdre un actif gratuitement, donner un actif gratuitement à une autre équipe. Je comprends tout ça. Mais c'est pas... Le Canadien ne joue pas dans une ligue récréative. Là. C'est pas une ligue pour s'amuser, puis c'est pas chacun son tour. C'est pas le Monopoly. Là. On est supposé de jouer pour gagner. Et le Canadien, depuis le mois de novembre,
2 gardiens qui ont des fiches gagnantes. Et Montembeault a une fiche gagnante. C'est le gardien numéro 1 de l'équipe, on s'entend. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc, Montembeault a une fiche gagnante. Primo a une fiche gagnante depuis le 1er novembre. Et là, le Canadien qui vient de se battre bec et ongle, qui vient de voir Montembeault voler une victoire à Dallas, jouer 2 matchs de suite. Là, c'est un événement à Star quand le gardien numéro 1 joue 2 matchs de suite. Et là, il a volé la victoire à Dallas. Et là, on revient... Il y a quelqu'un chez les Canadiens qui s'est dit le meilleur gars pour continuer l'élan quand on va revenir à Montréal, c'est Jake Allen. Alors, on a 2 gardiens qui jouent mieux que lui depuis 2 mois et on va faire jouer Jake Allen. Et je trouve ça, honnêtement, je trouve ça gênant. Si tu joues pour gagner, tu peux pas de façon raisonnée justifier cette décision-là. Puis, toute la fiche que je viens de donner là, depuis un bout de temps, arrêtez là, de le mettre il n'est plus en vitrine. Jake Allen, il n'y a personne qui va se battre pour aller le chercher. Là, il faut essayer de jouer pour gagner. Et dans le cas de Montembeault, je parlais de Montembeault, Montembeault a eu 16 départs depuis le début de la saison. Okay? C'est le gardien numéro 1 de l'équipe. Il y a eu un départ de moins que Andrei Vasilevskiy à Tampa. Et Andrei Vasilevskiy a commencé sa saison le 24 novembre. C'est le gardien numéro 1 le moins utilisé de la Ligue nationale, alors que c'est lui qui donne, en principe, les meilleures chances de gagner. Alors, à quoi on joue? Je sais pas, Martin, je sais pas. Non, mais c'est comme ça depuis le début. Alors, tu sais, on peut discourir sur un paquet de facteurs, l'énergie des joueurs aussi, ça, mais ce sont des décisions... je trouve qu'ils font très, très mal paraître. Et qui montre que l'agenda, clairement, c'est pas de gagner parce que tu as beau regarder les statistiques avancées tant que tu veux ou quoi que ce soit. Il y a des gardiens qui gagnent dans cette équipe-là. Il y en a 2 qui gagnent la majeure partie de leur match. Et il y en a un qui se fait battre match après match. Bien, ça, devrait être la première statistique qu'on regarde. Puis je comprends pas qu'on a fait jouer Jake Allen dans ce match-là. C'est vrai que on entend souvent les entraîneurs dire on choisit telle personne parce que c'est lui qui nous donne la meilleure chance de gagner. Puis selon ce calcul-là, c'est clairement Montembeault, soir après soir. C'est pas Jake Allen. Cela étant dit, les Canadiens ne jouent pas dans une ligue récréative. Je pense qu'ils ont entretenu leur ménage à 3 tout au long de la saison parce que ça n'a pas posé problème en termes de rendement moyen. Les gardiens n'ont pas été un souci. Et là, tout le monde dit « Ouais, mais là, comment ça se fait? Là? Pourquoi il n'en échange pas un? » Je pense qu'on attend... Kent Hughes et Jeff Gorton attendent le moment où ils vont pouvoir réussir une extorsion ou un vol de grand chemin aux dépens d'une autre équipe. Ils attendent le moment où il y a une équipe qui va avoir un besoin devant le filet qui est devenu tellement pressant par rapport à leur situation au classement, par rapport au fait que les performances de leurs propres gardiens ne sont pas au rendez-vous, qu'ils vont se tourner ailleurs. Mais pour que Jake Allen soit le gardien que ces équipes-là vont choisir, d'une part, le Canadien doit se dire « OK, Jake Allen, c'est un gars, c'est un vétéran, on n'a pas besoin de le mettre en vitrine. Tout le monde, toute la Ligue le connaît depuis 10-12 ans. » Si je peux me permettre, la façon dont il joue, là, ce serait mieux. Puis je dis pas ça pour être inutilement méchant, mais il nuit ça nuit à la cause là, en ce moment. Là. Oui, mais sauf qu'à cause des statistiques que Martin a si éloquemment élaborées, il faut aussi le faire jouer pour renverser la vapeur, pour faire en sorte que on n'envoie pas le message au reste de la Ligue que le vétéran goaler que vous connaissez tous, là, il est plus capable de gagner un match. Alors, c'est simplement une question de priorité rendue là. Est-ce que la priorité est à la bonne place? La question mérite d'être posée parce que c'est sûr que c'est pas de gagner le match qui est la priorité. Ou à tout le moins, on peut dire, Montembeault a volé un match à Dallas. Maintenant, peu importe qui est le gardien de but, est-ce que le reste de l'équipe est capable d'aller gagner un match? Êtes-vous capable de vous débrouiller pour remporter une victoire sans que ça dépende du gars qui est devant le filet? C'est un défi. C'est parce qu'à un moment donné, c'est... Ça a été comme ça pendant 15 ans à Montréal. Là, exact. Avant. Ouais. Alors, et la réponse a toujours été non. Non, c'est ça. Sans Carey Price, point de salut. Exact. Alors, tu sais, on n'en est pas là avec Montembeault. Mais sauf que tant que tu en as 3, Martin Saint-Louis va quand même être dans une position où il doit se dire, OK, si j'en ai 3, il faut quand même que je les utilise puis que j'ai un peu une mentalité de dire, c'est à son tour.
Cela étant dit, plus la saison avance, plus il y a un écart qui se creuse. Et la volonté du Canadien d'aller chercher quelque chose d'intéressant pour Jake Allen, cette perspective-là s'étiole de jour en jour, de départ en départ. Absolument. Puis là, c'est ça. Puis on va clore là-dessus. Puis je ne veux pas m'acharner inutilement, mais tu sais, Martin, je pense que tu l'as évoqué. Il faut arrêter de penser, là. Qui va donner quoi que ce soit pour aller chercher un gardien qui en arrache? Puis tu viens de dire, Marc-Antoine, c'était pas un problème. C'est vrai que c'était pas un problème parce qu'il y avait personne des 3 gardiens. Évidemment, ça prend du temps. Ça prend quelques mauvaises performances qui s'accumulent pour qu'il y en ait un qui semble être en difficulté. Là, ça arrive là, avec Jake Allen. Évidemment que c'était pas ça au mois d'octobre. Puis même au mois de novembre, c'était pas si clair. Mais là, ça se clarifie. Oui, mais cela étant dit, avec Jake Allen, dans ses 3 départs précédents, il avait donné 2 buts contre Nashville. Il avait donné 2 buts contre Winnipeg. Il était très bon contre Winnipeg. Il a donné 3 buts en Floride. Si je ne m'abuse, il y a un des 3 buts où il a été plutôt faible, le 3e. Tu sais, c'est pas... il s'est pas fait défoncer, là, alors, mais hier, il a mal paru, puis même sur les arrêts qu'il faisait... Les poteaux de loin. Il paraissait inquiétant. Oui. Alors, dans ce sens-là... Tu sais, quand je disais qu'on le sentait dès les premières minutes, quand ton gardien de but est ébranlé, puis il n'a pas encore donné un but, puis tu le sais déjà que c'est pas son soir. Il n'est pas square, là. C'est inquiétant. J'ai beaucoup aimé, Marc-Antoine, ton texte sur les joueurs matchs manqués. C'est un sujet récurrent aussi ici. Mais comment il s'appelle, ton monsieur à qui tu as parlé déjà? J'ai oublié de prendre son nom. War... Il s'appelle... il s'appelle Thomas Crawshaw. C'est là qu'on voit mon niveau de préparation. Alors, puis je me suis... Tu sais, on a un logiciel à Radio-Canada pour pouvoir angliciser les mots. Ou en fait, pour que la prononciation à l'audio soit dans la langue où le nom ou encore le mot mérite d'être prononcé. Oui, alors... Pour éviter que finalement, si tu écris Lane Hudson, la machine ne lise pas l'anu de son. Alors là, pourquoi on veut éviter ça? C'est amusant. Mais, à cause que Thomas Crawshaw, si tu le fais pas, ça fait Thomas Crachat. Et on en a des affaires et qu'on est bien équipé. Ouais. Mais donc, c'est ça, cet homme-là qui pilote un site qui s'appelle NHL Injury Viz, qui ramasse des données relatives aux blessures depuis une quinzaine d'années. Et pour essayer de les centraliser, parce que la Ligue ne le fait pas. Et puis... Est-ce qu'ils ne le font pas ou ils le diffusent pas? C'est une bonne question. En fait, la Ligue, chaque équipe le comptabilise soi-même, et je ne sais pas si si une équipe est tenue de centraliser l'information en l'envoyant à la Ligue nationale. Je pense que c'est des initiatives entre les départements médicaux des équipes. Des fois, ils essaient de centraliser mais c'est une bonne question. Pour comprendre. Et puis, il y a beaucoup... puis lui, sa démarche, c'est de dire, d'une part, l'information pour le partisan est extrêmement difficile à trouver. Il y a des équipes qui diffusent... qui vont mettre le nombre de joueurs matchs ratés dans leur note de presse. Il y en a d'autres qui ne le feront pas. Il y a des équipes qui vont mettre la nature des blessures, la liste des absences, etc. Puis il y en a d'autres qui ne le feront pas non plus. Ça devient très difficile d'avoir un portrait global de la situation. Puis ça, c'est sans parler de la nature exacte des blessures qui, depuis quelques années, se limite à haut du corps, bas du corps. Et donc, lui, il voulait avoir un portrait plus global. Alors, il a ramassé des données, il a fouillé, etc. Puis au fil des années, il s'est bâti une base de données qui est extrêmement fiable et qu'il a triée après en la nettoyant. Et ce qui fait en sorte que ça change un petit peu des données officielles parce que, par exemple, Carey Price, qui est à toute fin pratique à la retraite, il est encore sur la liste de paye du Canadien. Mais sauf que lui, il ne considérera pas que c'est, dans ce cas-ci, 82 matchs ratés au Canadien parce que Carey Price, il n'est plus là. Même chose pour Shea Weber. Et certains autres. Si ton adresse postale est à l'île Robida, c'est ça, ça compte pas. T'es plus dans le corps. T'es plus là. C'est un paradis fiscal. Qui joue pour Vegas, non? Non, pour Arizona. Ah oui, c'est ça. Okay. Il n'est plus à Vegas. Pour nous autres. Non, c'est ça, il n'est plus pour nous autres. Alors, donc ce genre de choses-là, super intéressant. il a nettoyé ça. Les gars qui sont, par exemple, tu as des joueurs... Je pense qu'au début de la saison dernière, Logan Mailloux était sur la liste des blessés du Canadien. En début de saison, il soignait une opération à l'épaule, puis il a passé peut-être les 2 premiers mois sur la liste des blessés de début de saison. Il n'y avait aucune possibilité
qui commence la saison à Montréal. C'était vraiment une technicité qui faisait qu'il était sur la liste. Mais lui, il dit, ce kid-là, il n'est pas dans les plans de l'équipe. Ça sert à rien. Ça compte pas parce qu'il va retourner dans les juniors. Alors, une fois qu'on a nettoyé ces chiffres-là pour en faire un reflet plus digne de la réalité, ben on regarde, entre autres, les joueurs match ratés et on réalise que le Canadien, depuis l'an 2000... c'est une domination. Outrageuse. Mais ça, je l'ai déjà mentionné ici. Ouais. C'est ça, parce que là, si on remonte à 1999, le Canadien a terminé premier de la Ligue à 7 reprises. Donc ça, c'est au cours des 23 dernières années. Il a fini 2e une autre année. Et là, cette année, il est pour l'instant encore 2e pour le nombre de joueurs match manqués à cause de blessures. Et là, l'absence de Christian Dvorak va venir donner de l'eau au moulin à ce niveau-là. Alors, ça rajoute 40 quelques matchs. Exact. Ouais. Donc, l'absence de Doc, de Dvorak, c'est rare que les gars ratent 2-3 matchs. Chez le Canadien, quand tu te blesses, tu t'en vas pour 6 semaines. C'est exactement. C'est en mois. Je ne sais pas s'ils vont rembaucher Graham Reinben à la fin de la saison en s'excusant. Écoute, mais finalement, Graham, c'était pas toi. Non, je peux vous assurer que le Canadien a pris cette décision-là en faisant une belle analyse de la façon dont les choses se déroulaient. La blessure de Dvorak, je pense qu'il l'a déjà eu, cette blessure au muscle pectoral. Qui est une blessure très rare en passant. La blessure au grand pectoral, 2 fois le même joueur. C'est particulier. Alors, mais chez le Canadien, le fait qu'on ait... C'est pas seulement qu'il y avait beaucoup de blessures chez le Canadien qui ont mené au congédiement de Graham Reinben, c'est aussi que la façon dont le protocole se faisait, l'analyse des blessures, comment la prise de décision se faisait, l'évaluation, puis dire qui décide quoi, à quel moment. Il y avait comme une espèce de chaîne d'informations qui était tout croche, puis on fait du ménage là-dedans. Donc, c'est ça. Puis, ça n'a pas tout réglé. On va voir les résultats. Non, parce que et là, j'invite les gens à aller te lire au complet. Vraiment, il y a plein de trucs. Mais moi, ce que j'ai retenu, entre autres, c'est, et je pense que c'est Crawshaw qui soumettait cette théorie-là. Pourquoi tu ne dis pas en français? Parce que je suis de la machine. À cause du logiciel. Je me fie aux machines. Je pense que c'était sa théorie de dire peut-être que c'est les mauvaises équipes qui ont le plus souvent... Peut-être que quand tu as une mauvaise équipe, ça fait en sorte que les gars sont en retard, ils pourchassent la rondelle, se font frapper plus et que ça occasionne des blessures. J'ai trouvé qu'il y avait là, une hypothèse qui se tenait pour expliquer la domination du Canadien en termes de matchs joueurs ratés. Moi, j'ai tendance à appliquer cette logique-là davantage aux statistiques reliées aux mises en échec plus qu'aux blessures. Je sais pas. Je suis pas sûr que j'étais d'accord avec lui là-dessus. Là où j'ai trouvé qu'il soulevait un point intéressant, c'est qu'il dit on regarde beaucoup les totaux de matchs manqués à cause de blessures, mais les mauvaises équipes aussi, dès qu'il y a une blessure, on n'incitera pas un joueur, on n'encouragera pas un joueur à jouer malgré la blessure. Ouais, c'est ça. Alors que c'est arrivé, c'est chez le Canadien la saison dernière. Il y a des gars qui se sont reblessés. Brendan Gallagher, Brendan Gallagher, Sean Monahan, ça aussi, c'est comment tu gères... comment tu prends la décision de jouer en dépit d'une blessure, puis à quel point il y a un risque d'aggravation. Mais lui, ce que Crawshaw disait, c'est que les équipes qui sont plus dans la course, à un moment donné, s'il y a un joueur qui est blessé puis qui peut régler sa blessure par le biais d'une opération, on va davantage l'inviter à se faire opérer, quitte à ce que ça mette fin à sa saison. Tandis que dans une équipe qui est dans une course aux séries éliminatoires, ça va être... tu prends ton mal en patience, serre fort les dents, là, puis tu te feras opérer après l'année. Une autre fois. Puis bon, évidemment, le Canadien est comment dire, je pense pas que Dvorak aurait un impact là, si grand, mais c'est exactement ça. Là, je veux dire, il va se faire opérer dans un contexte où est-ce qu'il n'y a pas d'enjeu. Mais il y a un enjeu pour le reste de l'équipe. Il y a un enjeu pour Sean Monahan dans tout ça, je trouve. OK. Parce que l'absence de Christian Dvorak va augmenter énormément les responsabilités de Sean Monahan. Là, on pouvait l'utiliser à l'aile ou au centre. Là, c'est clair qu'il va rester un joueur de centre pour le reste de l'année. C'est clair qu'il va être le centre du deuxième trio parce qu'il n'y a personne d'autre. Et puis, il va avoir plus de temps en désavantage numérique. Il va prendre encore plus de mise en jeu du côté gauche parce que Dvorak ne sera pas là. L'absence de Dvorak, on l'a vu hier soir, fait en sorte que
Nick Suzuki a joué 2 minutes complètes sur l'avantage numérique. Donc ça, c'est toujours positif. C'est toujours une bonne affaire, ça. Ben lui, évidemment, il s'en plaint pas. Ben, moi, mais il va finir par... c'est pas bon pour personne. Ben, c'est ça. Alors là, on peut bien dire, ouais, mais là, Dvorak, il est plate, on le voit pas, il est invisible. Ouais, c'est sûr que c'est le favori de personne, sauf que son absence, aussi beige soit-il, aussi... tu sais, aussi neutre soit-il, il y a un impact négatif sur des gars comme Suzuki et Monahan parce que la pression qui est placée sur eux est augmentée. Puis dans le cas de Monahan, bien évidemment, ça va devenir d'actualité autour de la date limite des transactions. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Bien, est-ce qu'on va avoir pressé le citron un peu trop rendu là? Quelle sorte de performance on va obtenir de Monahan? Tu sais? C'est une chance pour lui de se mettre en vitrine pour la date limite, par exemple. Ouais. Ou pour un contrat, la suite de sa carrière. Il a déjà montré des belles choses, mais si il est quand même assez performant au centre, une équipe peut aller chercher, une équipe aspirante, là, tu vas chercher un gars comme ça, tu dis on peut le placer sur une aile à un poste d'ailier, puis il nous arrive une avarie au centre, il y a de l'expérience, on peut l'utiliser au centre. Il peut avoir une valeur intéressante, Monahan. Il faut qu'il reste en santé. À date, on va toucher du bois. C'est lui ou Wenderson le prochain. Là. On est rendu là. Dans un mois. Hein, c'est à peu près au mois où on en perd un. Moi, c'était mon préféré en début de saison. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Que je te le vois? Non, Moynihan. J'arrêtais pas de dire, mais bon sang, c'est le meilleur joueur, faites-le jouer avec... les 10 premiers matchs, il était le meilleur. C'est ça, mais ça c'était un peu... je voulais juste statuer que ça s'était un peu calmé depuis quelques semaines. Puis on verra si l'opportunité... changera ça. Je disais... 2 minutes pour un joueur en avantage numérique, ça, c'est l'idéal, c'est parfait. Dans le même ordre d'idée, 7 défenseurs, 11 attaquants, ça aussi, là, c'est ça que tu veux. C'est ça que tu souhaites. Puis c'est parfait. Moi, écoute, j'ai pas joué au hockey à un haut niveau et... C'est bien que tu le rappelles. Oui, c'est bien que je le rappelle, hein, parce que je sais à quel point il y a plein de joueurs qui n'aiment pas ça. Mais théoriquement, je trouve ça... Moi, j'aime ça, cette idée-là. De 11 attaquants, 7 défenseurs. Moi, okay. Parce que 11 attaquants, ça fait en sorte que ton 4e trio devient... Évidemment, ça dépend des effectifs que tu as sous la main. Mais ça fait en sorte que ton 4e trio est toujours plus fort. Ça veut dire que tu vas donner des présences additionnelles à tes meilleurs joueurs. Et ça rend les confrontations plus difficiles pour l'autre équipe parce que sur ton 3e, ton 4e trio, si à chaque fois, par exemple, tu dis « OK, on ajoute un Suzuki, on ajoute une présence à Caulfield », et ça fait en sorte que pour l'autre équipe qui essaie de matcher, de faire des confrontations, tu es toujours en train de leur envoyer dans les pattes un joueur de qualité en donnant plus de présence à tes meilleurs joueurs. Donc, à 11 attaquants, normalement, les attaquants se plaignent pas de ça. Les défenseurs trouvent que c'est extrêmement pénible parce que de prendre ton rythme avec ton partenaire, tu es toujours en train de changer de duo, les responsabilités changent, le temps de jeu diminue de chacun des gars. Alors là, c'est quand tu as plusieurs défenseurs qui sont à 13-14 minutes, ils peuvent trouver le temps long, trouver qu'ils perdent leur rythme dans le match. Et même l'entraîneur des défenseurs, souvent, ne va pas aimer ça. Donc, ça n'a jamais été une formule qui était très, très populaire dans la Ligue nationale. Mais Martin Saint-Louis a brièvement joué sous les ordres de Guy Boucher à Tampa Bay. Et Guy Boucher est un grand fan de ça. Lui, partout où il l'a coaché, il a apporté ce principe-là. Sauf que c'est difficile sur une longue période à vendre ça à ton équipe. Parce que normalement, au hockey, c'est fait pour avoir une certaine... On demande de la constance. La constance, c'est le Graal. Et ça prend de la stabilité pour avoir de la constance. Exact. Fait que si tu n'as pas de constance au sein de tes trios puis au sein de tes duos en défense, ben là, après ça, c'est difficile d'aller chercher la constance au plan individuel parce que dans ta stratégie collective, tu ne l'as pas. Mais sur papier, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant quand même, surtout au plan offensif. Je sais pas. Enfin, je suis pas... tant qu'à ça, jouer à 11 attaquants, 6 défenseurs, si... c'est ça qui est arrivé hier parce que Jonathan Kovacevic n'a pas joué en troisième période. Enfin, d'accord. Est-ce que... oui, vas-y, Martin. C'est un débat intéressant parce que comme entraîneur, si tu es capable de donner, mettons, 2 minutes de plus par match à tes meilleurs attaquants en retranchant un attaquant...
et qu'eux se sentent plus à l'aise en jouant ces 2 minutes de plus-là, qu'est-ce qui t'empêche de leur donner 2 minutes de plus de jeu quand tu as 4 trios? C'est ça. Regardez, et d'avoir ta meilleure unité ouais. au complet sur la patinoire. C'est un débat intéressant. Mais là, je vais juste brièvement conclure par rapport à ça, c'est que le désavantage, c'est que quand tu as des joueurs qui prennent des mauvaises pénalités, soir après soir, puis dans certains cas, ça coûte à l'équipe. Là. Yoel Armia. Hey, Yoel! Non, vas-y. Il a joué un bon match. Son tir, il est capable, Sacré, il est capable de dégainer. On s'est moqué de Sœur, moi et Gascon, sur la passerelle hier, durant toute la soirée, parce qu'en première période, Sœur a dit il est tellement mauvais, Armia. Puis là, il s'est mis à enchaîner les belles pièces de jeu. Yes! Mais quel joueur, Armia! Quel joueur! Quelle performance ce soir! Et, en tout cas, on s'est moqué de lui toute la soirée. Mon point, c'est que quand tu as 11 attaquants, tu peux plus difficilement garder la bride serrée par rapport à des joueurs que tu voudrais... que tu voudrais punir d'une certaine manière, réduire leur temps de jeu. Ou, le Canadien n'a pas d'effectif. Martin Saint-Louis n'a personne sous la main pour dire tel gars, je suis pas content, je le sors de l'alignement, je le remplace par tel autre. Ou lui, je réduis son temps de jeu, je le cloue au banc, puis je passe un message. Il n'y a pas cette flexibilité-là en attaque. Il l'a en défense, mais en attaque, il ne l'a pas. Alors, et même, juste pas de manière punitive, mais juste de constater qu'un gars est moins performant. Ouais. Et tu es supposé être un peu comme un chirurgien qui essaie de sauver un patient quand tu es derrière le banc. Là, tous les organes qui nuisent à la survie du patient, s'il faut que tu les enlèves, tu les enlèves, mais là, quand tu as moins de joueurs, tu es limité. Et ça a toujours fait partie là, de l'ADN d'une équipe. Là. Il y a des joueurs qui sortent de la formation, des joueurs qui rentrent. Peu importe, là, dans presque toutes les équipes, à presque toutes les époques, là, ça fait partie, ça a toujours été comme ça. OK, juste en terminant, et je vais boucler la boucle parce qu'on a beaucoup parlé de la situation des 3 gardiens. Parce que est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que c'est ça qui fait qu'on ne peut pas rappeler un attaquant? Là, la blessure de Dvorak fait en sorte qu'il y a un poste de libre. Donc, s'ils veulent, ils peuvent en rappeler un. Mais écoute, les candidats sont très peu nombreux. Il y a Émile. J'en vois 3. Bon, Émile. Mais 3, c'est pas pire. Ouais. Émile Heinemann, c'est pas Heinemann. Demande au logiciel. Heinemann. Alors, Émile Heinemann, la volonté de l'équipe, c'était qu'il produise beaucoup en jouant beaucoup dans la Ligue américaine et qu'on le rappelle plus tard, davantage plus proche de la Ligue, de la date limite des transactions, puis qu'on lui donne un véritable essai à ce moment-là. Est-ce que les événements vont faire en sorte qu'on va être obligé de le faire avant? C'est tout à fait possible. Les 2 autres candidats que je verrais, c'est Sean Farrell, qu'on a brièvement vu en fin de saison l'année dernière, puis également... Anderson, mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire par rapport à son prénom. Parce que Liam Anderson. Oui. Donc, l'ancien choix de première ronde des Rangers, ouais. Exactement. Donc, lui, il a été absent pendant longtemps, mais sauf que lui serait parfait pour remplir un chandail pendant quelques temps. Il a une certaine expérience de la Ligue nationale, etc. Mais il revient d'une longue blessure, puis même son retour avec le Rocket est progressif. Donc, dans 2 semaines, ça aurait été un gars parfait pour aller... tu dis, on le ramène, on le met sur un 4e. On le ramène, on l'habille. On l'habille. On le met sur le banc. Mais si tu veux améliorer ta formation, Heinemann est probablement le meilleur jeune qui est qui est le plus près de la Ligue nationale. Joshua Roy, puis tout ça, c'est l'année prochaine. Ça va bien, là. C'est ça. Don't fix it if it ain't broken. C'est ça. Voilà, OK. Bon, OK, on verra bien. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'on va... tu disais, Martin, ça peut marcher pas trop long. Ça peut pas durer longtemps, 11 attaquants, 7 défenseurs, mais ça peut peut-être durer encore 2 semaines. Puis, oui, puis il y a aussi le fait qu'ils veulent pas... ils ont des défenseurs en trop. Kovacevic, s'il est le 7e en ce moment, c'est peut-être mieux que de dire on va rappeler Liam Anderson pour le faire jouer, pour l'asseoir sur le banc, puis pas l'utiliser. Tu l'habilles. C'est ça. Tu trouves un beau chandail. Tu l'installes. OK, autre chose. Le voyage, je sais pas, beau voyage, hein, c'est bien. On emballe. Le Canadien, c'est votre chance. Le voyage du temps des fêtes, tu veux dire? Le voyage du temps, oui. Correct. Correct, mais écoute, Tampa et la Floride, c'est 2 endroits où c'est extrêmement difficile pour le Canadien de gagner. Ils n'ont pas gagné en Floride à leurs 8 derniers matchs là-bas, puis ils ont une victoire en 11 à Tampa.
Donc, tu vas là en ayant une bonne idée de l'issue du match. Un jour, ça va changer, mais c'est difficile, comme dirait notre premier ministre. C'est assez difficile. On n'est pas là. Bon, je l'ai mentionné avant que ça commence. Moi, je préfère mon mondial junior quand il est en Europe. Parce que j'aime ça me lever puis regarder un petit match Canada-Lettonie. Puis, tu sais, on progresse comme ça, tranquillement. La valeur des adversaires s'améliore jusqu'à la finale, que le Canada gagne. Un vendredi à 1h30. Là, on enregistre vendredi avant la vraie finale qui va opposer la Suède aux États-Unis. Donc, enfin, si vous avez des opinions sur la Suède et les États-Unis, vous pourrez les partager, mais dans ce contexte-là, parce qu'on va évidemment se désoler de ce qui s'enlignait pour un beau mondial, bien, au niveau de l'horaire. Là. Parce que est-ce que ça s'enlignait pour un beau mondial au niveau hockey pour le Canada? Je sais pas. Un beau mondial puis un beau mondial pour le Canada, c'est deux choses différentes. Ouais, non, mais je parle dans la perspective canadienne. Parce que j'ai pas senti mardi... Ça vaut rien, là. Il n'y avait pas de surprise. Il y avait personne qui capotait. Que le Canada se fasse battre par les Tchèques. Les Tchèques, en passant sur la scène internationale depuis 3 ou 4 ans, c'est impressionnant. Là. Depuis le début des années 2000, ce programme-là, sur la scène du hockey junior, était presque disparu de la carte. Là. Quand je dis disparu, c'est exclu du top 5 mondial. Et là, ils sont redevenus très performants et c'est beau de voir ça. Il y a beaucoup de nations comme ça qui ont redressé leur programme de hockey. Et c'est devenu, je pense que le hockey junior est plus compétitif que jamais. L'Allemagne, le match de relégation cette année, c'était l'Allemagne contre la Norvège. Et c'est deux équipes qui avaient... Ce sont pas... Auparavant, les matchs de relégation, c'était des équipes qui se faisaient battre 12-0 dans le tour préliminaire. Et là, on ne voit plus ça. Ou peu. Ben, la Norvège est encore capable de se faire corriger. Oui, c'est ça. Ben, eux venaient juste de revenir dans le groupe premier, mais je les ai trouvés plus performants que ce que j'avais vu dans les dernières occasions où ils jouaient dans le groupe principal. Donc, de quoi? Donc, le niveau augmente. Oui, les Tchèques, c'est un excellent exemple. Mais le Canada, je pense, personne ne s'attendait à voir le Canada remporter la médaille d'or cette année. Les Américains avaient une équipe qui était très, très forte, qui arrive à maturité. Et les Suédois ont été, honnêtement, dès le début du tournoi, on a vu que c'était toute une paire de manches d'affronter les Suédois. Là, défensivement, ils ont accordé juste 9 buts depuis le début du tournoi. C'est une équipe qui joue bien collectivement. Ils jouent devant leur public un peu aussi. Et ça montre aussi à quel point le Canada jouit d'un avantage dans ce tournoi-là. Le tournoi est présenté au Canada tous les 2 ans. Là. Fait que les joueurs canadiens jouent devant leurs partisans. Et là, les Américains vont vivre ça en finale. Là, ils vont jouer devant une foule hostile. Alors, j'ai hâte de voir cette finale-là. Les gens, quand ils vont nous écouter, vont avoir déjà le résultat du match. Mais quand même, depuis 2004, les Américains ont participé à 6 finales. Ils en ont remporté 5. Les Suédois aussi ont participé à 6 finales depuis 2004. Ils en ont remporté 1. Mais là, il y a le facteur de la foule. Réglé. Et les Suédois n'ont jamais remporté le mondial junior à la maison. Alors, il va y avoir toute une ambiance et ce sont les 2 meilleures défenses du tournoi qui s'affrontent, donc ça risque d'être un match très serré. Alors, si ça finit 8-0, c'est pas supposé, c'était pas supposé, mais il y a des grosses chances que ce soit un match très serré, donc j'ai hâte de voir cette finale-là. Mais pour en revenir au Canada, c'était pas une formation très, très compétitive. J'ai beaucoup aimé Macklin Celebrini. Mais il y a quand même un manque de force de frappe à l'attaque. Oui. Il y a des joueurs comme beaucoup d'occasions. Connor Geeky qui n'ont pas été qui sont pas sortis du lot tant que ça. Fraser Mitten. Oui, Fraser Mitten. Ouais, quoique je pense pas que ce soit nécessairement lui qui était sur lequel on comptait le plus pour remplir le filet. Mais Mathieu Poitras qui arrivait des Bruins de Boston, tu dis est-ce qu'il va être capable de faire la différence? Il n'est pas le premier joueur d'âge junior qui est parachuté de la Ligue nationale pour ce tournoi-là puis qui fait un petit peu patate. Mais c'est quand même, c'est un joueur au niveau junior.
il n'a pas, il a pas cassé grand-chose offensivement dans les rangs juniors. Mais tu dis, ce jeune-là a percé une équipe de premier plan dans la Ligue nationale. On lui donne du temps de jeu. Il va arriver au niveau junior, il va faire une différence. Mais il n'a pas fait ça. Ça m'a quand même étonné de voir qu'il n'a pas ressorti plus que ça. En même temps, c'est tellement des contextes. Je sais pas, tu joues avec des joueurs établis de la Ligue nationale pendant, je sais pas, 2 mois. Puis là, pouf, tu tombes dans un tournoi. C'est complètement autre chose. C'est pas... je sais pas, il me semble... Il y a comme pas un fossé, là, mais c'est pas pareil de faire des passes à un joueur de la Ligue nationale ou recevoir des passes que dans ce contexte-là. Même si ce sont des joueurs élites, ce sont pas des joueurs plus jeunes. Puis il y a toute la question aussi de la chimie là, qu'il faut créer rapidement. Tu n'as pas beaucoup de temps pour ça. Moi, en regardant le match, je me disais... D'abord, le Canada aurait très bien pu gagner ce match-là là, contre les Tchèques. Là, ils ont été un peu malchanceux à la fin. Puis... ils étaient vraiment sur la pente ascendante. Ils ont dominé pendant 2 périodes surtout. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Et en regardant le match, je me disais, c'est un peu classique du Canada. On voit ça régulièrement. Une équipe qui, en début de tournoi, se cherche. Puis elle finit par se trouver. Puis ça aurait pu pratiquement être ça. Là. Ça avait l'air d'une équipe qui commençait à se trouver un peu là, avant que la rondelle dévie 8 fois et rentre dans le but. Mais de façon générale, j'ai l'impression que j'ai la conviction que l'écart se rétrécit entre le Canada et les autres formations. Ah oui, c'est aucun doute. À chaque année, je parle à des directeurs techniques de fédérations européennes ou de fédérations étrangères, puis ils me racontent les innovations qu'ils ont apportées à leur programme de développement. Puis là, quand je parle de programme de développement, là, je parle des catégories U7, pour accroître le recrutement, pour mieux former les entraîneurs, pour mieux développer les jeunes à l'âge de 10 à 11 ans, pour avoir des entraîneurs qui patrouillent le pays, des entraîneurs nationaux qui patrouillent le pays à l'année longue pour repérer les meilleurs talents, pour parler aux entraîneurs de ces jeunes talents-là, pour dire on faudrait qu'on travaille sur tel aspect, tel aspect. Ils sont extrêmement méthodiques, même s'ils ont même moins de joueurs que nous. Alors que nous, au Canada, on se fie encore au nombre, à la force du nombre. Puis, chez nous, le palier de développement le plus important, c'est le hockey junior. C'est une industrie. C'est pas le programme national américain. C'est pas une industrie. Là, c'est un programme qui a été créé par la fédération pour développer des athlètes d'élite. Puis on les prend en charge à l'âge de 16 ans. Ça marche pas pire. Et ça marche bien. et ils ont la même force du nombre que nous. Là. Ils arrivent presque à égalité en termes de membership, les Américains avec le Canada. Alors, l'écart, on le voit. Et regardez les statistiques de la Ligue nationale. Je pense qu'après le match d'étoiles, l'année dernière, j'avais écrit là-dessus. Là, il y avait un Canadien parmi les 10 meilleurs marqueurs de la Ligue nationale. C'était Connor McDavid. Tu regardais parmi les gardiens. Là, il y a presque plus de gardiens canadiens qui sont dominants. C'est la position clé au hockey. Puis encore cette année, je pense qu'il y a 3 Canadiens parmi les 10 premiers. Là, pour l'instant, tu as McKinnon, McDavid. Et puis après ça, on tombe à... Attends une seconde. Il y a Reinhardt également. Donc, 3 parmi les 10 premiers, effectivement. Alors c'est un ensemble de facteurs. Pour comprendre ce qui se passe au sommet du hockey dans un pays, il faut que tu regardes ce qui se passe aux fondations. Aux fondations de la pyramide. Et il y a vraiment beaucoup de pays qui déploient des efforts qui se basent sur la science pour améliorer leur système de hockey et sur des affaires, sur augmenter la notion de plaisir chez les jeunes pour que ce soit plus ludique de jouer au hockey, etc. Et là, les Suédois sont en finale. Ils ont été excellents, mais c'est la génération de joueurs qui ont commencé à jouer sans avoir de classement jusqu'à l'âge de 13 ans, qui ont commencé à jouer sur la largeur de la patinoire jusqu'à l'âge de 10, 11, 12 ans parce que c'était en espace restreint puis que ça développe des habiletés, puis tu touches à la rondelle plus souvent, puis une meilleure vision du jeu, etc. Et toutes ces innovations-là, on les voit apparaître. Les Allemands font aussi des choses semblables. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir ça et je pense que les médailles d'or ne seront plus. Jouer dans l'eau, dans le sens de la largeur. Voyons donc. Ça n'a pas d'allure. Vite, tu as parlé de Macklin Celebrini. De 2 choses l'une. Là, quand c'est ton joueur de 17 ans qui est de loin ton meilleur marqueur, est-ce que c'est parce qu'il est si bon que ça ou c'est parce que toi... C'est les deux. Les deux. Bon. Les deux. Il est clairement, c'est clairement le premier de classe au sein de cette formation-là, mais c'est un peu inquiétant en même temps. Cela étant dit, cette
élimination qu'on pourrait qualifier de prématurée, je ne sais pas à quel point elle doit nécessairement se transformer en traumatisme national. Ben, Là, ils ont moi, quand je sens même pas gagné ça. J'ai 4. trouvé que ça s'était fait dans l'indifférence pas mal. Ouais. Parce que le Canada a quand même gagné 4 des 6 éditions précédentes du tournoi. C'est pas la première fois qu'ils traversent un peu un passage à vide, parce que c'était en 2010 puis 2014, il y avait eu une seule victoire durant ce temps-là. Mais c'est vrai que à plus large échelle, puis on le voit encore, je pense qu'on va le constater année après année dans la Ligue nationale également, c'est que les meilleurs joueurs ne viennent plus d'ici. Alors, effectivement, que ce soit le programme américain, le programme suédois, le programme finlandais, 3 programmes qui ont innové puis dont le Canada peut s'inspirer. Eux, ils arrivent à se renouveler puis à mettre de bons jeunes joueurs à l'avant-plan. Il y a certainement matière à réflexion, mais c'est ça. Je pense pas non plus qu'il faut partir en peur puis se dire du jour au lendemain, oh my God, le hockey au Canada, c'est mort. C'est fini, c'est terminé. Puis, je sais pas... Parce que la force du nombre est encore là. Il va toujours y avoir des talents émergents puis des grands talents. Mais c'est ça, on se fie plus à la libre entreprise. Sur le fait que... à faire jouer... On a un système au Canada qui consiste à faire jouer les meilleurs contre les meilleurs dès l'âge de 12 ans. Puis on échappe beaucoup de bons talents dans ce processus-là parce qu'on les rejette à l'âge de 12 ans. Mais la force, le nombre est tellement grand qu'à la fin, on produit toujours des bons joueurs de hockey. Mais si on le faisait de façon aussi systématique que les petits pays le font, ce serait probablement épeurant. Envoyer 2 équipes mondiales. Il y a des années, dans le passé, là, il y a 15-20 ans, on se disait le Canada pourrait envoyer 2 équipes, puis une équipe, elles auraient des chances de s'affronter en finale. Une équipe plus francophone, mettons, puis une équipe plus... Enfin, c'est des idées qui ont déjà été mentionnées. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. On avait une bonne. Ça fait longtemps que j'ai pas cité mon mentor René Potier qui aurait appelé ça du contenu gratuit. Ça, c'est du contenu gratuit. Okay. C'est une nouvelle année. Qu'est-ce qu'on pourrait bien demander aux gens qui suivent les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport? On va leur demander ce qu'ils souhaitent pour la nouvelle année, cette année 2024. Alors, sur le book, il y a Jean-Sébastien qui dit les victoires en temps régulier comptent pour 3 points comme chez les femmes. C'est revenu souvent, ça. Ouais. Les gens aiment beaucoup cette règle-là. Puis la règle de la... Qui est-ce qui m'a expliqué ça comme ça? L'expression « tuer une pénalité » prend un double sens dans la LPHF parce que quand vous vous défendez, si vous en désavantage numérique, la pénalité est annulée. J'adore ça. Donc, elle est 2 fois morte. Et ça revient souvent dans les réponses. Il y a beaucoup de parallèles qui sont faits avec ça. Justement, Léonard sur Facebook, que la formule de la Ligue canadienne féminin joue tous ses matchs à guichet fermé. Guylaine dit qu'il y a plus d'espace et de visibilité pour la LPHF. Il y a eu beaucoup de trucs en lien avec la LPHF en réponse à cette question-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toujours sur le book. Renault, ça revient, ça aussi à quelques occasions. Que la lumière soit faite sur les scandales de Hockey Canada. Oui, hein? Ça va venir. Martin, c'est quand on va le savoir? Écoute, je sais pas. Vous l'aurez entendu ici. Je sais pas, mais on va finir par le savoir. On rit, mais c'est pas drôle. Martin, sur le book, que Bettman dévoile enfin le rapport sur le scandale d'Hockey Canada. Je l'avais dit, ça revenait. JM sur Facebook, moins de blessures à long terme chez le Canadien. C'est un souhait qui ça a été dit même avant l'annonce de la blessure de Christian Dvorak. Ouais, donc, c'est ça. C'est doublement pertinent. C'est significatif. Ça n'arrête pas d'être pertinent. Hugo, que Charles Hudon effectue un retour avec le Canadien. Mais pourquoi pas? Un peu de nostalgie. Un peu de nostalgie. Non, mais je sais pas. Un peu de nostalgie. Non, mais je disais l'idée de la... Je pense que c'est pour s'amuser. Je pense pas que Hugo là, a Charles dans son pool. Mais enfin, ça aiderait pas que Hudon rejoigne les Canadiens pour sa fiche. OK, on va aller faire un tour sur Twitter. Connaître les noms du scandale d'Hockey Canada, ça revient là aussi. Dak The Next One qui écrit ça. J'ai vu Daniel Harvey à quelques reprises. Oui, c'est Arnaud qui dit que Daniel Harvey soit reconnu à sa juste valeur. Et c'est ça. Donc, ce sont les souhaits que tous et toutes ont pour cette année à venir dans le milieu du hockey. Avez-vous un souhait, vous autres, 2024? La santé, le bonheur. C'est un souhait générique.
Oui, c'est ça. Santé, du succès dans vos études. Les Des affaires de paradis à la même. fin de vos jours. Ah, c'est bon, ça. C'est bien. Ça, c'est une belle formule. Il me semble que c'était ça, la triple formule. Donc, La santé, du succès dans vos études, puis le paradis à la fin de vos jours. hein? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Toutes les est là. Tout est coché. Tout est là. Hey, Marc-Antoine Ouais. Godin, je rappelle que tu es notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. Oui. Merci d'avoir été là. Hein? Je m'en vais. Je te libère. Tu es libre. Je te D'accord. libère. On va accueillir la consoeur Christine Roger, qui, elle, est la journaliste affectée aux affaires de la LPHF et de l'équipe de Montréal. Je ne sais pas D'accord. si vous me su- je sais pas si vous suivez la logique. Il y a comme une logique. Oui, Hein? absolument. Ben oui. Donc, fait qu'on se voit la semaine prochaine. D'accord. OK, bye. Salut, messieurs. À vendredi prochain. Salut, Christine! Bonjour, Alex. Salut, Martin. Salut, Christine. Hey, tu viens j'allais dire, t'as pas écrit l'histoire, mais t'étais comme là pendant que l'histoire s'écrivait. Ou T'es presque. témoin. Ouais, ben, en quelque sorte. Presque. Écoute, j'ai tout fait sauf le match oui. inaugural à cause de C'est niaiseux. notre ami la COVID. Mais pour niaiseux. vrai, faut être objectif. On est journaliste, c'est beau. Mais ça a quand même été un beau moment parce que j'ai vécu ça avec ma petite fille de 8 ans Ah, qui capote sur le hockey Ah ouais? féminin, que son chandail de Marie-Philippe Poulain. J'ai dit, tu peux aller regarder de l'iPad, c'était mieux. Puis elle voulait rien savoir. Elle voulait rester rivée devant la télévision. Donc, ça démontre l'importance de cette nouvelle ligue-là. oui, puis nous autres aussi, on l'a regardé en famille. Donc, ça me parle. Là, je suis mêlé. C'était à quelle heure? Donc, c'était en après-midi. C'était à 19h. Non, c'est ça, c'était à 19h. C'est Parce les que moi, vacances. j'aime ça. J'en Pendant parle. le match du Canadien. Oui, exactement. Que j'ai mis de côté. Bravo, Alex. Non, mais je suis partout. je suis un narrateur omniscient. Non, mais j'en parlais tantôt, mais j'aime ça, moi, les matchs dans le jour. Je vieillis. Ton âge. Alors, il va y en avoir parce que, Oui. corrige-moi si je me trompe, on présente le match du 13 janvier, Oui. qui est en après-midi. Qui est en après-midi Ouais, et ça, j'en dis. à ICI Télé. Oui. Quand je dis C'est- on, là, je parle. C'est quand même je parle de c'est un nous gros autres. événement. Ça va être le match inaugural à l'auditorium de Verdun, évidemment, salle comble. Donc, j'ai bien hâte Non, ça va être le fun. de vivre cette Puis expérience. on va te souhaiter que tu sois en Ben là, santé. je l'ai eu, c'est fait. Ouais, On passe à autre chose. Non, on n'est jamais. Merci, Alex. Écoute, bon, il y a beaucoup été question là, de la notion historique, puis bon, Ouais. l'est, c'est vrai. Mais là, c'est parti. Et je disais en début, en ouverture, qu'on avait une équipe à Montréal qui était invaincue parce que l'équipe de Montréal a gagné. Et comment tu as trouvé ce match-là en général? C'est de la victoire donc en prolongation contre Ottawa. Ben, je dirais que ça a été le meilleur match jusqu'ici dans la LPHF. Le premier match, ben, c'était un grand moment. New York, Toronto. Mais j'ai l'impression que c'était un match un peu décousu. Puis New York a complètement démoli l'équipe torontoise. Du côté d'Ottawa puis de Montréal, ben, j'ai trouvé que la première période, c'était un peu lent. Puis je savais que Montréal allait avoir de la misère à trouver peut-être cette chimie-là. C'est ce qui leur manque. Mais quand on regarde le spectacle complet, un tir de pénalité pour Marie-Philippe Poulain, qui est arrêté par Maschmeyer, qu'elle connaît très bien avec l'équipe canadienne. On réussit à créer l'égalité. On s'en va en prolongation. Puis c'est Anne-Sophie Bété, 36 ans, qui va compter ce but gagnant. Difficile de demander mieux. Moi, ce que j'ai aimé du niveau de jeu jusqu'à présent, c'est l'agressivité, le jeu physique. Les joueurs se sont fait demander qu'est-ce que vous voulez comme style de jeu. Elles avaient demandé un jeu beaucoup plus robuste que ce qu'on voit dans l'IHF où on se touche à peine, évidemment, et ça siffle. Et là, la majorité, c'est des arbitres de la Ligue américaine. On siffle pas, puis finalement, ça donne du super beau jeu. Il n'y a toujours pas de mise en échec avec projection Non. qui sont permises, mais il tolère davantage les bagarres physiques pour la possession, le positionnement physique ou C'est ça, j'allais Ben, demander. la ils bataille disent- physique C'est pour la ça. possession. Ils Parce disent qu'on- que quand c'est pour aller vers le porteur du disque ou essayer d'enlever la rondelle, on n'acceptera pas des mises en échec en zone neutre. Mais quand c'est pour aller chercher la rondelle, on tolère. Et j'ai trouvé qu'on tolérait quand même beaucoup Ouais. parce qu'il y a eu des très, très bons contacts. Là. Fait que c'est positif parce que souvent, si c'était un peu les détracteurs, ils disent bon, c'est pas assez physique le hockey féminin. Donc, ça ajoute peut-être une dimension qui, aux yeux de certains, manquait auparavant.
Tu as accompagné... Mais je pense qu'il y a quelques années, la Ligue professionnelle suédoise, où les Suédois avaient commencé à autoriser les mises en échec avec projection, les mises en échec complètes au hockey féminin, puis ça avait été critiqué de toutes parts. Là. Ils avaient été descendus en flamme pour ça. Et honnêtement, moi, je trouve, s'ils permettent juste un peu plus qu'au hockey international, même dans les grands matchs, on s'entend, en finale, là, dans les matchs éliminatoires, ça brasse quand même, puis on laisse... Il y a des officiels qui ont plus d'expérience, qui gèrent ces matchs-là, puis ils laissent les joueurs se battre davantage, sans aller jusqu'à la mise en échec avec projection, où on prend un élan pour écraser un adversaire dans la bande. Si on laisse vraiment l'approche au porteur se faire puis prendre la position, les filles n'auront aucun problème avec ça. Elles vont être contentes de pouvoir... il y a une dimension physique au hockey. Absolument. Mais s'il y a une chose qui m'a agréablement surpris aussi dans ce match-là, moi, j'avais un peu peur, puis je pense que je ne suis pas la seule, que ce soit trop cette ligue-là, fan de l'équipe américaine contre fan de l'équipe canadienne. Et là, Marie-Philippe Poulin qui se fait huer à Ottawa quand elle son tir de pénalité. Je pense pas qu'elle s'est déjà fait huer de la sorte au Canada auparavant. Donc, on a l'impression que déjà, les partisans ont pris leur équipe. Mais la réponse à Ottawa est incroyable. Ça n'a pas de sens. Là. Puis, les huées. Mais c'est parfait, c'est ça que les joueurs voulaient. Dans ce sens-là. J'allais dire, tu as accompagné l'équipe de Montréal là, depuis le camp d'entraînement. Tu as parlé de la chimie qui reste à trouver. Ça semble être un peu là-dessus qu'on travaille depuis quelques semaines. Mais tu sais, moi, je vais être honnête, quand je suivais le camp d'entraînement ici, j'étais impressionnée. L'équipe va être vraiment rapide. Ils ont la meilleure gardienne, la meilleure attaquante. Ça va être super bon. Mais j'avais pas vu les autres équipes. Quand je suis arrivée au tournoi préparatoire à Utica, j'ai dit, OK, il y a d'autres équipes qui ont eu des bonnes préparations. Et ça sautait vraiment aux yeux les différentes stratégies. Notre collègue qui est allé à New York suivre l'équipe de Pascal Daou, le directeur général. Lui, il a dit, il est allé par la défensive. Il y a un top cap de défenseuses exceptionnel. À Montréal, on a misé sur l'offensive. C'est ce que Daniel Sauvageau a dit. Et là, quand on voyait les matchs préparatoires avec une Anne-Renée Desbiens blessée, une Erin Ambrose blessée, là, quand tu regardes en défense, tu te dis, OK, ben, tu as Laskova, qui est une Tchèque, mais qui a auparavant joué comme attaquante, qui est bonne. Mais tu dis, au niveau de la profondeur, c'est rien contre les filles, puis peut-être qu'elles vont très bien faire, mais quand tu as une Laganière ou des filles qui jouaient pour la Force de Montréal, qui étaient derrière dans la PHF, tu te dis, OK, peut-être que ça va être là la difficulté au niveau de la profondeur. Puis aussi, le point d'interrogation que moi, je voyais beaucoup, c'est le premier trio, qui est avec Marie-Philippe Poulin. On a misé sur une Maureen Murphy qui sort tout juste de l'université, qui a été incroyable. À l'université, elle jouait avec une certaine Alina Muller et une Chloé Aurore. Donc, tu sais, des fois, j'ai l'impression que les chiffres dans NCAA vont peut-être fausser un peu l'évaluation. Et une Laskova, une fille aussi qui est très technique. Et honnêtement, à UTK, Marie-Philippe Poulin, là, je la croisais dans les couloirs, elle était pas contente. Là. Elle était pas à l'aise parce qu'elle est habituée d'avoir une Viviane Jenner qui donne la rondelle directement sur son bâton. Là, on voyait Marie-Philippe Poulin, puis j'ai rarement vu ça, qui tapait sur la patinoire, qui demandait la rondelle, qui recevait pas la rondelle ou qui la recevait 3-4 pieds derrière elle parce que le jeu est beaucoup plus lent que ça à quoi elle est habituée. Donc, je pense que pour elle, c'est une certaine adaptation. Tu sais, je veux dire, ils ont gagné, mais c'est pas Marie-Philippe Poulin qui a fait gagner l'équipe. D'ailleurs, elle est blanchie. depuis le... Puis elle n'a pas marqué non plus dans la série Rivalité. Ah oui. Plus rien ne va. Essayer de faire mettre un peu de... Non, mais c'est des points d'interrogation. Tu sais, on va voir c'est quoi le meilleur pari. Ouais. Moi, j'avais dit que New York était l'équipe à battre, d'après ce que j'ai vu dans le tournoi préparatoire. Et c'est ce qu'on a vu, en tout cas, dans les premiers matchs. On a gagné 4-0 contre Toronto. Puis là, ça démontre que c'est une équipe qui a énormément de profondeur. Parce que qu'est-ce qui m'impressionne dans cette ligue-là, c'est que les filles. Je vous donne un exemple. Jessie Eldridge, une Canadienne qui était toujours sur le bord de faire l'équipe canadienne, mais qui se faisait couper. Ou une Jill Saunier qui a été aussi retranchée. Bien, ces filles-là, tout à coup, se retrouvent sur des trios offensifs contre des buts. C'est des filles qui sont peut-être pas les plus rapides, mais ils ont plus peut-être un jeu robuste. Et là, c'est elles qui marquent des buts. Et peut-être pas une Marie-Philippe Poulin, mais tu sais, Connor Bedard, là, je veux dire, t'as bien beau être le meilleur au monde si t'es pas entouré. Si t'es pas entouré, c'est ça l'affaire. Je trouve ça intéressant que tu parles de Pascal Daou parce que c'est un gars qui a fait du hockey féminin universitaire, si ma mémoire est bonne, avant de devenir directeur général à Val-d'Or. Ouais. Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et donc, il a l'expérience de faire du recrutement, de bâtir une équipe. C'est des cycles très courts dans le hockey junior, reconstruire et tout ça. Et qui a pris
tout de suite la philosophie de dire on va bâtir défensivement. Le vieil adage, ce sont les défensives qui gagnent les championnats, mais il a l'expérience de monter un programme masculin dans un environnement très compétitif. C'est très difficile de bâtir une équipe gagnante au hockey junior. Il connaît le milieu du hockey féminin, arrive avec ces deux atouts-là dans un environnement intéressant aussi, là, dans un programme américain. C'est lui qui a pris Elisabeth Giguère, non? Oui, puis Elisabeth, c'est ça. Aussi, puis il a pris Alexandra Labelle, une fille qui a été mise de côté. Il y a 5-6 Québécoises dans l'équipe. Mais Elisabeth Giguère, là, c'était en quelque sorte tout un dossier. Moi, ce que j'entendais, personne ne va remettre en question son talent brut. Mais ce qui faisait défaut un peu, c'est l'éthique de travail. Je sais qu'elle est arrivée avec l'équipe canadienne, puis là, elle est habituée, elle de ne pas travailler, que ça fonctionne bien, ça a toujours été... Moi, je me reconnais là-dedans. C'est ça, c'est ce manque d'éthique de travail qu'on dit. Et là, je sais que Pascal Daoust a eu beaucoup de discussions avec elle et on a senti vraiment un déclic au cours du tournoi préparatoire et on l'a vu dans le premier match. Je pense qu'il y a le tour qui comprend un peu la philosophie, mais qu'est-ce qu'il me dit, Alexandra Labelle, c'est que lui, il l'a coaché, il la connaît bien à cause des Carabins. Puis il me l'a dit, je peux pas croire que Montréal n'a pas mis la main sur cette fille-là. Peut-être pas la meilleure, mais c'est une fille qui va pouvoir tout faire. Et c'est ça que j'ai besoin dans mon équipe pour l'identité que je veux développer. Elisabeth Giguère, de mémoire, elle n'a pas eu des meilleures statistiques que Marie-Philippe au hockey universitaire. Oui, ça se ressemble. Ouais. Alors, mais Marie-Philippe Poulin ça n'a pas été la meilleure à Boston. Là. Ouais. Mais si elle a fait ça sans être au top en termes de dévouement ou en termes de conditions physiques, etc., ça va être... Si Pascal Daoust réussit à vraiment l'encadrer. Elle va prendre de la maturité. Ça arrive avec des jeunes hockeyeurs masculins. Absolument. Aussi. Ça peut être une acquisition incroyable. Ça peut être la vedette de cette équipe-là pendant plusieurs années. Ouais. Et moi, ça m'a fait sursauter ça que Montréal échappe. Marie-Philippe Poulin, c'est vendeur pour tout de suite, mais elle vieillit. Marie-Philippe, là, absolument. Je me souviens, Martin, je te coupe la parole, mais c'est pour te citer. C'est correct? Oui, c'est correct. Ça dépend à quelle station. Mais on se disait, dans la foulée du repêchage, c'est qui l'avenir de cette équipe-là à Montréal? C'est qui? Parce que Marie-Philippe Poulin, c'est ça, c'est une vedette établie, mais elle est probablement sur le versant... Elle descend la montagne tranquillement. Qu'est-ce qui monte? Là? Mettons qu'il y a une nouvelle ligue de hockey masculin qui commençait demain matin, là, puis on avait au repêchage tous les joueurs qui sont là. Est-ce que tu prends Connor McDavid ou tu prends Sidney Crosby? C'est tellement limpide, cet exemple-là. Non, mais on comprend tout à fait. Les deux excellent, mais il y en a un qui va exceller plus longtemps que l'autre. Moi, je garde un petit point d'interrogation. Je suis curieuse de voir ce qu'Elisabeth Giguère va faire. Je pense qu'elle a le talent, mais je pense que ça peut prendre les deux côtés. Je pense que l'une des révélations de l'équipe, pas pour moi, mais pour bien des gens, une des révélations de l'équipe de Montréal, c'est Laura Stacey. Je sais que quand Daniel Sauvageau a décidé de lui offrir un contrat parmi les 3 premières joueuses autonomes, Anne-Renée Desbiens, Marie-Philippe Poulin, c'est évident. Ouais. Laura Stacey. Puis là, je sais Marie-Philippe Poulin s'en est fait parler. C'est-tu parce que c'est ta conjointe, que c'est ta fiancée? Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Évidemment, les gens parlaient de ça. Mais pour avoir suivi l'équipe canadienne, Laura Stacey, j'ai jamais vu une patineuse comme ça. Puis on a vu en 3e période, lors du match de Montréal, c'est une des meilleures. Moi, quand j'ai vu, finalement, qu'ils ont amené Laura Stacey aux côtés de Marie-Philippe Poulin et Laskova, j'ai fait enfin. S'il y en a bien une qui connaît Marie-Philippe Poulin, c'est elle. C'est elle qui va aller dans le fond de territoire, qui va se sacrifier en quelque sorte physiquement pour pouvoir remettre. Puis c'est elle qui a eu finalement le but égalisateur. Donc, je pense que c'est une... Puis elle parle très bien français aussi. Donc, on travaille là-dessus. Ce qu'on me dit, c'est ça. Mais bref. Puis elle a quel âge, Stacey? 29 ans. Donc, vraiment dans la fleur de l'âge. Mais l'affaire, c'est que l'objectif, si cette ligue continue à se développer, c'est que, il va y avoir d'autres repêchages et il va y avoir peut-être des jeunes qui vont sortir du repêchage, qui vont venir prendre la relève. Mais c'est sûr que le dernier choix au repêchage de Montréal, qui ont pris la Suédoise Ljungblom, qui n'est jamais venue à Montréal alors qu'il y avait des Québécoises de disponibles, c'est un choix que je remets en question encore aujourd'hui. Et on verra jusqu'à quel point ça coûtera cher au cours des prochaines semaines. Mais c'est une histoire vraiment fascinante qui commence, cette ligue-là, parce que il faut se le dire, on vit à une époque incroyable parce que le sport féminin professionnel en général est en éclosion partout. Le foot en Europe est en train de bien s'établir. Il y a une ligue en Amérique du Nord. Le basket sur le continent féminin sur le continent
nord-américain. Il y avait une longue tradition au basketball universitaire américain, des salles combles, des amphithéâtres pleins, et la Ligue professionnelle est bien démarrée. Le hockey, c'est plus niché. Même le hockey masculin, c'est assez... n'a pas le même taux de popularité que les autres grands sports en Amérique du Nord. Et là, c'est un sport très niché. Ils ont la chance de lancer cette ligue-là avec un appui de commanditaires qui est massif. Donc, ça va assurer pendant plusieurs années le fait de pouvoir faire fonctionner cette ligue-là sans qu'il y ait de soucis financiers. Il y a aussi M. Caston, le copropriétaire des Dodgers, qui est là, qui injecte des fonds. Donc, il y a une quiétude. On peut démarrer ça, mais j'ai vraiment hâte de voir l'ampleur que ça... C'est un milieu conservateur, le hockey aussi. Là. Alors, ça va être, je pense, le défi, ça va être de créer un nouveau public, d'intéresser des gens qui suivent déjà le hockey masculin de façon assidue, à dire « Wow, c'est quelque chose de différent. » Puis, c'est comme on le fait il y a beaucoup de gens qui aiment autant le tennis féminin que le tennis masculin. Moi, je préfère le tennis féminin parce que les échanges sont plus longs, puis il y a plus de finesse, etc. Donc, intéresser une partie des amateurs actuels de hockey masculin, mais de trouver un autre public aussi. Et parce qu'à la fin, ça reste une opération commerciale. Il va falloir que ça devienne rentable à un moment donné, mais ils vont avoir les fonds nécessaires pour avoir le temps de démarrer ça. Alors, les planètes sont alignées pour que ça fonctionne. Mais c'est un défi, évidemment. Tu dis aller convaincre ceux qui sont des amateurs de hockey masculin. Puis c'est ça le gros défi. Je pense que ça va prendre du temps, mais encore aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, pourquoi sans cesse les gens ressentent le besoin de comparer au hockey masculin, au niveau Pee-wee, midget 2A, 3A. Là, je me dis, mais pourquoi? Tu sais, quand tu vas voir Annie Pelletier plonger, tu dis, j'ai moins le goût de la regarder plonger parce qu'elle tourne moins vite que son homologue masculin. C'est ça, quand tu dis que c'est conservateur, là, notre référence, c'est justement qu'il faut que ça soit des mises en échec projetées. Puis il faut que. Puis là, je me fais demander pourquoi les filles ont la grille. Ils vont enlever la grille maintenant qu'ils sont professionnels. Mais pourquoi? Ils ont toujours joué avec le grillage. Pourquoi ils l'enlèveraient? Ma fille m'a posé la question pendant le match, puis j'ai dit, parce que c'est stupide de jouer pas de grille. Tu manges un bâton d'en face. Mais pourquoi ils l'enlèveraient? C'est comme... ça fait que c'est un changement de mentalité. Puis aussi, ça va prendre du temps. Quand tu dis d'autres ligues de sport féminin, j'ai beaucoup suivi d'avant le soccer. Quand on regarde en Europe, ça va bien, mais la NWSL aux États-Unis, il y a quelques années à peine, c'est des foules de quelques milliers de personnes. Maintenant, on a des foules à Los Angeles de 21 000 personnes, des grandes vedettes qui investissent dans les équipes, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Là. C'est ça. Il faut avoir le temps. C'est ce que je disais, mais il faut avoir... Il y a souvent des ligues qui démarrent. On a vu des... Donner un exemple, au football aux États-Unis, il y a souvent des ligues de deuxième niveau qui ont essayé de démarrer. Puis tout ça, puis à un moment donné, ils n'ont pas les fonds nécessaires pour développer, pour patienter assez longtemps pour développer le public. Puis là, pouf, ça meurt, ça disparaît. Et là, c'est important, c'est d'être assis sur une montagne d'argent pour dire on va pouvoir opérer comme il faut, on va pouvoir s'installer, on va pouvoir développer notre public. Et là, on peut dire... Avec les commandites, je regardais les noms des commanditaires sur les bandes au premier match de la saison, puis j'ai dit, OK, là, tu sais, il y a des... C'est sérieux. Il y a des gros fonds, puis les commanditaires, on s'entend, cette ligue-là n'existe pas. Là, ils ne dépensent pas cet argent-là en commandite en disant on va aller chercher tant de millions de téléspectateurs, quoi que ce soit. C'est parce qu'ils croient, ils veulent développer quelque chose, c'est une implication citoyenne. Alors, ça va... Ils ont les fonds pour durer au début, pour survivre au lancement, comme toute entreprise a besoin. J'allais dire, c'est ça. Le cash flow, c'est important. Non, c'est important, mais ils l'ont. Alors, et les droits de diffusion aussi. Oui. Je veux dire, on peut regarder le match partout au Canada et aux États-Unis. L'accessibilité, c'est ça. C'est terminé l'époque où tu regardais un match en streaming sur Internet avec une petite caméra. C'est sûr qu'il y a des choses à peaufiner, évidemment. Là, je veux dire, le match d'ouverture, il y avait quelques petites lacunes à mes yeux. Mais est-ce que vous avez parlé du fait que le Canadien, Cole Caulfield et Suzuki, ça ne leur tente pas d'encourager un peu l'équipe de hockey féminin? Non, je n'ai pas vu ça. Justement, il n'y a rien. Là, écoute... non, mais tu as eu Austin Matthews, John Tavares qui ont posé avec le chandail. Tu as Patrice Bergeron à Boston qui a annoncé la capitaine, non? Moi, écoute, c'est parce que la liste des doléances de ce que les athlètes professionnels ne font pas, elle est longue. Là, en fait, c'est plus le Canadien. Là. Je m'attendais peut-être. Encore là, depuis le début, on disait que le Canadien va appuyer, puis ils sont là, mais à date, j'ai pas trop vu. Regarde, pour 195 $, tu peux avoir Youpi qui vient te voir à ton banc. D'après moi, pour une somme semblable, tu peux avoir... Montréal pourrait louer mais ça prend... Faut que tu fasses un...
Tu fasses un chèque. Mais OK, vous êtes moins sous le choc que moi par rapport à ça. Ben moi, je me dis, écoute, ce sont de grandes filles. Elles ont leur statut. Est-ce qu'elles ont vraiment besoin de la table dans le dos? Parce que moi, je le vois de sur cette cet façon-là, angle-là. évidemment. Ouais. Puis moi, j'ai trouvé ça chouette aussi, Patrice Bergeron. Mais je me disais, est-ce que... C'est ça. Puis et on va conclure là-dessus. En regardant le match, tu sais, quand... parce que les équipes ont toujours pas de nom, puis c'est pas grave, là. Okay? C'est pas là je m'en vais. Mais comme au début, on aimait ça, les Canadiennes. Puis je regardais le match, puis non, je me tente plus, j'ai pas envie. Je veux que ce soit autre chose. Je veux que ce soit quelque chose qui n'a pas rapport, qui n'a pas rapport, justement. Les Québécoises. Ouais. Ça va être l'équipe de New York. Ouais, c'est ça. Puis un bon truc pour que ça marche, c'est de gagner. C'est ça mon conseil. Puis, c'est sûr. Ils sont invaincus, les filles de Montréal, pour l'instant, après un match. On le rappelle, Radio-Canada est partenaire minoritaire, si je peux dire, au niveau de la diffusion. La plupart des matchs vont être présentés à RDS, mais plusieurs matchs vont être présentés ici à Radio-Canada. Tous les matchs sur tout.tv. Donc ça, c'est accessible pour tout le monde en tout temps. Et sauf erreur, dans le direct sur tout.tv, là, je pense qu'on défriche. Je pense pas qu'il y ait sur Gem, il y a souvent des événements sportifs en direct. Tout TV va développer ce créneau-là. Exact. Et donc, soyez les premiers. Nous sommes les cobayes. Voilà, assistez au défrichage de tout ça. Et les 2 premiers matchs que Radio-Canada présente seront présentés également sur cette bonne vieille patente qui s'appelle une TV. Mais c'est quelque chose. Quand la dernière fois que Radio-Canada, on a diffusé un match en direct, à part les Jeux olympiques, là, un événement au complet. Du hockey professionnel à la TV de Radio-Canada, ben ça date... J'étais pas né. Je ne veux pas te faire de peine, mais je pense que c'est pas mal sûr que tu étais à l'école. Donc, ce match-là, le premier match qui sera présenté sur nos ondes à la télé et à tout.tv, c'est à 15h30 contre Boston ce samedi, samedi le 13, pas ce samedi suivant. Hey, Christine, merci beaucoup d'être passée. Merci beaucoup, les gars, d'avoir fait de la place ici. Je rappelle que tu es notre journaliste affecté aux affaires de la LPHF. Voilà. Et de l'équipe de Montréal. Quand je suis pas malade, je serai là. C'est ça, oui. On te souhaite la santé pour 2024. Merci. La santé. Hey, Martin Leclerc, je rappelle que tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment. Toujours un plaisir. On se revoit mardi. Absolument. Jacques-Alexis Bernardin est le signataire de cette émission. Je m'appelle Alexandre Coupal. Merci d'avoir été là. Bonne fin de journée, bon week-end et bonne année. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.